La sagesse viendra dans notre cœur et la connaissance fera les délices de notre âme, nous enseignent les Saintes Écritures selon le livre des Proverbes en son chapitre 2, le verset 10. C'est donc avec ces paroles qui montrent tout l'intérêt de la connaissance que je vous retrouve pour une nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Au sommaire donc de ce journal. Confier le système éducatif méthodiste et la rentrée académique 2024-2025 au Seigneur, c'est tout le sens de la journée dédiée à la rentrée scolaire et universitaire que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré le dimanche dernier. Et c'est le temple Ebenezer d'Adjamé qui a servi de cadre à la cérémonie officielle. Les détails dans quelques instants. Toujours dans l'actualité de l'Église, dans le district Abidjan Nord, un nouveau circuit est né. Les responsables du circuit d'Angré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ont été engagés à relever tous les défis qui contribueront à l'expansion de l'Église méthodiste. Et puis, dans l'actualité nationale, les élus locaux de notre pays sont formés à la gestion des finances publiques. Ce lundi 28 octobre 2024, c'est le vice-président de la République, Tiemoko Miliette Kone, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Voici donc pour le sommaire de ce journal. Shalom à toutes et à tous et bienvenue. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire consacre chaque année le dernier dimanche du mois d'octobre à la rentrée scolaire et universitaire. Pour l'édition 2024, c'est la communauté Ebenezer d'Adjamé qui a reçu les acteurs du système éducatif méthodiste pour la cérémonie officielle. C'était le dimanche 27 octobre dernier et Daniel Kragby nous en parle. C'est le temple Ebenezer d'Adjamé qui a abrité le culte officiel de la rentrée scolaire et universitaire au titre de l'année académique 2024-2025. Culte présidé par le très révérend Dr Jacques Animel qui représentait le bishop Benjamin Boni. C'était en présence des acteurs du système éducatif méthodiste. Le choix de la communauté Ebenezer n'est pas fortuit, puisqu'elle a été bouleversée par les opérations de démolition de commerces et d'habitations initiées dans le district autonome d'Abidjan. Et pour marquer son soutien, le Conseil éducation et formation est venu les bras chargés de vivre et non-vivre, montrant ainsi sa compassion au peuple de Dieu de cette localité. Pour eux, ce culte de rentrée revêt un intérêt particulier. La cérémonie de ce jour est de dire merci à Dieu pour son accompagnement. Il nous a accompagnés durant l'année 2023-2024. Par sa grâce, nous avons eu de bons résultats. Nous venons lui dire merci et lui remettre la nouvelle année. Nous sommes venus encore là pour remettre tous les systèmes entre ses mains parce que nous savons que dans toutes ces choses-là, nous sommes insuffisants et nous ne pouvons rien faire sans le concours de l'Éternel. Heureuse de cet acte de solidarité, la présidente des laïcs de l'église Ebenezer, Adou Dorcas, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit de ses bienfaiteurs. Vous avez choisi notre village, notre église pour célébrer l'excellence. Et nous avons pensé que ça s'arrêtait là. Mais au-delà, vous avez su essuyer nos larmes et vous nous avez donné des dons. Soyez tous bénis. Que la DGM soit bénie, que l'université méthodiste soit bénie. Moi, je vais m'inscrire parce que j'ai envie d'apprendre encore. Ce culte de rentrée est aussi l'occasion de récompenser les meilleurs élèves du système éducatif méthodiste qui se sont bien illustrés au plan national. Cette journée nous a permis de célébrer nos meilleurs élèves. Nous avons voulu marquer notre passage ici à Adjamé Ebenezer, où nous avons une école primaire, mais surtout particulièrement parce que le village d'Adjamé a été durement éprouvé avec le déguerpissement de ce village où réside un bon nombre de nos parents d'élèves. Et c'est pour cela que nous avons décidé de faire une action sociale. Une initiative fort appréciée de ces élèves qui apporte une plus-value à l'enseignement méthodiste en intégrant des établissements d'excellence. Je suis très heureuse par ce prix qui m'a permis de constater que quand tu travailles bien, tu as beaucoup de choses. Je vais exprimer ce jour ma gratitude envers cette église qui m'a vraiment gâtée. J'ai eu le prix du BPC
324 points avec la mention très bien. C'est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas vivre ce genre d'expérience, donc je suis un peu bouleversée pour le moment. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend docteur Jacques Animel a exprimé son soutien à la communauté Ebenezer avant de féliciter et encourager tous les animateurs des structures de formation de l'Église qui participent au développement de la nation. L'Église méthodiste a donc, à travers ses écoles, donné au monde et en particulier à notre nation les signes visibles que l'Église est un agent de développement. Nous voulons en ce jour dire merci et féliciter tous les responsables et animateurs de nos structures de formation pour l'effort inlassable accompli. Comptant sur l'aide de Dieu, le Conseil éducation et formation veut faire de l'année académique 2024-2025 une année d'excellence avec pour credo l'éthique dans la gestion scolaire axée sur les résultats. Cette célébration de la journée de la rentrée scolaire et universitaire a été également observée dans plusieurs communautés, comme ce fut le cas au temple Emmanuel d'Atinguié dans le district d'Anyama. Les élèves et étudiants orphelins de cette communauté étaient à l'honneur à ce culte présidé par le très révérend pasteur Nathanaël Owo, premier responsable de ce district. Raphaël Dompé et Niel Lanyaba pour le reportage. 32 élèves et étudiants orphelins de la communauté méthodiste Emmanuel d'Atinguié ont reçu des enveloppes et des kits scolaires afin de les aider à passer une bonne année scolaire et académique. Un don fait à la faveur de la journée de la rentrée scolaire et universitaire par la structure Veuves et Orphelins de l'église locale le dimanche 27 octobre 2024. Donc, les uns et les autres ont fait aux enfants, aux orphelins. On dit merci à Dieu, lui seul qui peut combler tous les vides, il a comblé aujourd'hui. Les enfants, les étudiants, je demande à Dieu de les bénir, de les éclairer, de leur donner l'intelligence pour qu'ils puissent réussir cette année. Les parents et les enfants bénéficiaires de ces dons saluent ce geste de l'Église à leur endroit, ce qui leur permettra d'assurer leur scolarité au titre de l'année 2024-2025. Je dis merci à mon pasteur et je dis merci à tout le monde qui sont venus nous soutenir. Depuis 2 ans, ma fille est décédée avec son mari pour laisser 5 enfants. Les enfants ne vont pas à l'école. Grâce à l'église Emmanuel d'Atinguié, cette année-là, ils vont aller à l'école. Vraiment, je suis très content. Je leur dis merci beaucoup. Je dis merci à tout le monde, toute l'église. Demander, chercher, frapper, c'est le thème de cette journée dominicale. Un thème à travers lequel la révérende pasteur Paul Daniel Krakou, en charge de l'église Emmanuel d'Atinguié, a édifié son auditoire. Les chrétiens d'aujourd'hui et la persévérance, ça fait 2. Ce n'est pas parce que tu as demandé à Dieu aujourd'hui qu'il doit te donner parce qu'il a déjà donné aux voisins. Non. Tu dois persévérer dans ta prière. Et tu dois avoir confiance en la bonté de Dieu. Tu dois avoir confiance, tu dois mettre toute ta confiance en Dieu. Il faut demander selon la volonté de Dieu. Si tu ne demandes pas selon la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Il faut te demander si ce que tu es en train de demander, si c'est la volonté de Dieu. Suite à cette prédication, les autorités laïques du district ont appelé les fidèles à la solidarité et à la responsabilité. Bien-aimés, pour accompagner cette évangélisation par nos actes et par nos œuvres, nous devons nous munir de 5 grandes valeurs, à savoir la solidarité. Oui, l'Église nous oblige à être solidaires, à se soutenir mutuellement. Et l'acte qui a été posé en donnant ces livres et ces enveloppes aux veuves, aux orphelins, surtout aux écoliers, c'est une action de solidarité. Une occasion saisie par le surintendant du district d'Anyama, le très révérend pasteur, professeur Nathanaël Owo, pour féliciter la communauté pour les initiatives prises
et les projets réalisés. L'église Emmanuel d'Atenguié est en marche pour la célébration de son cinquantenaire en 2025. Je vous le disais dans les titres, le district Abidjan Nord a procédé le samedi 26 octobre dernier à l'installation du circuit d'engrais, ce qui vient concrétiser la décision prise aux assises du synode 2023 de ce district de faire de l'ancien secteur du circuit de Cocody-Engrais un circuit à part entière. Des précisions avec Daniel Krabi. En vertu de la décision de la 18e conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, assise ordinaire du 21 au 26 mars 2008, diriger le secteur d'engrais anciennement rattaché au circuit de Cocody en circuit, nous, Bishop Benjamin Bouni, président de la conférence, déclarons que désormais le secteur d'engrais est circuit au sein du district d'Abidjan Nord. En foi de quoi nous délivrons solennellement le présent acte pour servir et faire valoir ce que de droit. C'est fait. Le secteur d'engrais qui autrefois faisait partie du circuit de Cocody est désormais le 4e circuit du district Abidjan Nord. La cérémonie d'installation s'est faite le samedi 26 octobre 2024 au temple Canaan de Cocody-Engrais. Un culte présidé par le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, avec la présence des autorités politiques et religieuses du dit district. À la faveur de cette cérémonie, les nouveaux responsables du circuit d'engrais ont été présentés au peuple de Dieu. Ceux-ci se sont engagés à mener à bien leur mission empreinte de responsabilité. Ils ont reçu le soutien de tous. Engrais est installé pour créer une dynamique. Engrais est installé pour un appel spirituel. Et le secteur d'engrais, qui n'est composé de missions, doit se transformer en église locale pour l'avenir. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire doit marcher selon les principes à nous ordonnés par le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'avenir, Engrais, le circuit d'engrais va prendre sa part de responsabilité dans le district d'Abidjan Nord. Les charges qui nous sont confiées, il faut l'avouer, elles sont lourdes. Et c'est le Seigneur qui nous appelle à cette œuvre. Et quand le Seigneur appelle, il pourvoit nécessairement. Nous sommes méthodistes et nous devons contribuer à la vie de l'Église méthodiste, que ce soit sur le plan financier, donc aider le district d'Abidjan Nord à maintenir son rang, je dirais même à préserver son statut de district TGV. Il faut dire que c'est une grande joie pour nous d'être érigé en circuit et je veux vraiment remercier nos autorités qui ont passé à cela pour qu'on puisse être plus efficace. C'est une joie pour moi et le circuit est bienvenu parce que ça va nous permettre de bien travailler. Quand tu as un petit champ, tu peux mieux le travailler, plus quand il est grand. Ça a été une belle cérémonie, un bon culte, un message fort. C'est un défi aussi qui est lancé à nous les fidèles du nouveau circuit, de faire en sorte que cette nouvelle responsabilité, cette décentralisation de l'action missionnaire contribue véritablement à faire avancer l'œuvre de Dieu et à fortifier notre foi, à bâtir les temples là où il en faut. Nous souhaitons, je dirais, une longue vie au circuit. La décision de direction du secteur d'engrais en circuit a été prise lors des assises de la 18e conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au temple Jourdain de Marcory. Témoin de cet événement historique, le président des laïcs du district Abidjan Nord a félicité les acteurs de ce nouveau circuit avant de les encourager à l'œuvre. Au nom du bishop Dr Benjamin Bouni, le très révérend pasteur Michel Lobo, officiant du culte, a traduit les félicitations de la conférence de l'Église et engagé le circuit nouvellement installé à relever les défis en participant à l'expansion du district Abidjan Nord. La conférence lance un message fort à l'endroit du district d'Abidjan Nord pour dire que vous avez beaucoup de défis à relever. Et nous voulons donc compter sur vous.
Église du circuit d'Anglais, ne restez pas enfermés dans vos 4 murs, mais de sortir et d'aller créer des champs d'émission ici et là pour que la sphère géographique du circuit actuel puisse encore s'élargir, devenir un jour district. Peuple de Dieu du nouveau circuit, nous croyons que vous en êtes capables. Sur 4 champs de mission répartis dans 2 secteurs, à savoir le secteur d'Angré et celui de John Wesley. Un circuit dynamique comportant plus de 6313 membres avec pour siège Canaan de Cocody-Angré. Rappelons que le nouveau circuit d'Angré abritera les assises du prochain synode du district Abidjan-Nord en janvier 2025. Restons toujours avec la communauté Canaan de Cocody-Angré qui était en attraction ce week-end puisqu'elle a célébré les 20 années de consécration de sa chorale liturgique. Cet anniversaire a connu plusieurs articulations, notamment la distinction des pionniers et bâtisseurs de cette chorale. C'était en présence de plusieurs autorités politiques et religieuses. Le reportage est signé Guy Aloka et Félix Opo. Chantons Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce passage, extrait de 1 Samuel, chapitre 7, versets 7 à 14, est le thème autour duquel s'est déroulé le culte de célébration des 20 ans de consécration de la chorale liturgique de Canaan de Cocody-Angré. C'était le dimanche 27 octobre 2024 en présence du bishop Dr Benjamin Boni et de certaines autorités politiques ivoiriennes, notamment le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Bambé, parrain de la dite cérémonie. Un culte qui retrace le parcours de la chorale de Canaan de Cocody-Angré. Cette chorale a fait du chemin et pour sa présidente, il était temps de marquer une pause pour rendre gloire à Dieu. Le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, a décidé que ce soit aujourd'hui, le 27 octobre 2024, que nous puissions faire l'action de grâce et la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. La perspective, c'est d'aller de l'avant, pour que le nom de Christ soit connu partout à travers nos louanges. Au cours de ce culte d'action de grâce, il y a eu plusieurs articulations, notamment des prix spéciaux remis aux bâtisseurs, à des pionniers, aux meilleurs des concours du logo, du slogan et du compositeur de l'hymne des 20 ans de consécration. Une part belle aussi a été faite au Premier ministre Robert Begré-Bambé, au bishop Dr Benjamin Boni et aux autorités politiques et religieuses présentes. Action de grâce, offrande, louange étaient les maîtres mots de ce jour. La chorale Israël de Trècheville, chorale marraine, les fidèles méthodistes de Canaan de Cocody-Angré et ceux venus d'ailleurs n'ont pas voulu se compter cet événement. Pour beaucoup, cette chorale rappelle des souvenirs. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis depuis 1991 jusqu'en 2024 pour que je sois honoré par cette chorale. C'est une véritable grâce et Dieu est fidèle. Un merci à notre éternel Dieu. Que durant tout ce temps, qui nous a soutenus. Il y a eu des moments durs de la chorale. Ce parcours, c'est grâce à Dieu que nous sommes arrivés là pour célébrer ces 20 ans. Pour le parrain, ce moment mérite vraiment d'être célébré d'une pierre blanche. Je suis très heureux de la qualité de la prestation de la chorale d'Angré parce que cela montre que le chemin parcouru est profitable à toute l'Église. D'autant plus que le chant revêt 3 caractères importants. Le premier caractère, ce sont les paroles qui sont distillées à travers le chant. Le deuxième caractère, ce sont les intentions qui accompagnent le chant. Et le troisième caractère, c'est la mélodie. Et rien que par la mélodie, on peut gagner des âmes, on peut guérir, on peut fortifier, on peut soulever des montagnes, on peut même ouvrir les portes des prisons, comme Paul et Silas. Le premier responsable de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Dr Benjamin Boni, n'a pas manqué de remercier les personnes qui se sont impliquées
pour la réussite de cet événement avant d'inviter les acteurs de la louange à l'humilité dans leur sacerdoce. Chers choristes et responsables, vous n'oublierez jamais, et nous non plus, que vous êtes en marche vers le royaume de Dieu. Lorsque nous savons que nous sommes en marche vers le royaume de Dieu, nous sommes les plus heureux de la terre. Lorsque le vent de la gloire souffle sur nous, il y a l'auto-glorification. Qu'il s'agisse de vous, qu'il s'agisse de moi, de nous tous. Quand ce vent souffle sur nous, ça n'est fait de nous. Parce que le diable s'en a pas. Quand nous vivons, nous devons revêtir le manteau de l'humilité. Notons que les premiers pas de la chorale liturgique Canaan de Cocody-en-Gré ont commencé modestement dans la maison de la famille Aïbo en 1991 et ces pas ont été affermis avec la consécration de la chorale liturgique le 9 mars 2003. Enfin, un saut à Daloa, plus précisément à Gadouan, où la jeunesse rurale a été sensibilisée sur les dangers de la consommation des stupéfiants et les opportunités en matière d'insertion professionnelle qu'offre le ministère de la Jeunesse. On en parle avec Emmanuel Abali. La direction régionale de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et des services civiques s'est rendue le vendredi 25 octobre 2024 à Zalouan, sous-préfecture de Gadouan, dans le département de Daloa, dans le cadre de ses missions d'encadrement et de suivi des activités de la jeunesse. Au cœur de cette visite, un atelier de formation des leaders d'associations de jeunesse de la sous-préfecture ayant pour but le renforcement des capacités de ces leaders d'opinion. Pour nous, il s'agit de leur offrir des rudiments, être aux côtés des associations, renforcer leurs capacités pour qu'ils soient de véritables managers, pour qu'ils soient de véritables leaders, des leaders formés, responsables, engagés et qui apportent leur contribution à la paix, à la cohésion sociale de leur localité, de leur communauté et partant donc de la Côte d'Ivoire. Une lucarne a été faite à l'agence Emploi Jeune qui a présenté le projet PGDEC, une opportunité d'insertion professionnelle pour la jeunesse locale. La région du Haut-Sandra est une région agricole. Donc la plupart des projets sont des projets agro-pastoraux. Et donc à ce titre-là, nous finançons des projets d'élevage de poulets de chair, élevage de porc, la porciculture. Il y a également des projets en BTP pour bénéficier de ces projets. Il faut donc être ivoirien et avoir l'âge qui varie entre 18 et 40 ans, être installé dans la région. Notons aussi l'intervention et l'implication de la gendarmerie locale à cette rencontre qui, pour sa part, a sensibilisé les jeunes aux méfaits de la consommation de la drogue sous toutes ses formes. Un agenda bien rempli qui a retenu l'attention des fils de la sous-préfecture de Gadouan et des villages environnants. Ils ont promis être l'écho de ces informations reçues auprès de leurs condisciples. Par rapport à la situation que j'ai vue dans le passé, je peux dire qu'il y a eu un grand changement. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de cette jeunesse s'est lancée dans des activités. Le message est passé, ça a porté fruit. Je suis très content. Moi, je pense que cette journée-là est la bienvenue. Mon objectif, c'est d'amener les jeunes eux-mêmes à être indépendants. Comment? Par le travail. Parce que moi-même, c'est par le travail. Aujourd'hui, là, je suis indépendant. C'est bienvenu, cet atelier-là, pour renforcer encore les capacités de cette jeunesse-là. En tout cas, on a compris. Aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes conscients de ce qui se passe maintenant. Nous sommes prêts à aller de l'avant dans le travail. Et en même temps, solliciter aussi de l'aide pour venir aux besoins de cette jeunesse-là. Parce que cette jeunesse a besoin de travailler. Placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, le sous-préfet de Gadouan a salué une telle initiative. C'est un programme très important que le ministre leur offre pour pouvoir se prendre en charge. Par sa formation, on n'est rien. Conscient du rôle à eux confié, la jeunesse de la sous-préfecture de Gadouan est en mission.
Dans l'actualité nationale, le vice-président Thiemoko Méliette Koné a ouvert à Yamoussoukro le séminaire intitulé « L'élu local et la bonne gestion dans les finances publiques ». C'est une session de formation organisée par la Cour des comptes qui vise à outiller les élus locaux à l'usage efficient et transparent des deniers publics. On regarde. Pour les collectivités territoriales, disposer de moyens est essentiel pour fonctionner et contribuer au développement socio-économique. Les ressources dont elles disposent sont constituées de subventions, d'impôts et de taxes prélevées sur les citoyens. Au titre de l'année 2024, les collectivités territoriales devraient recevoir de l'État un concours financier de 329 milliards, dont 208 milliards au titre des recettes affectées et 120 milliards au titre de dotation budgétaire de l'État aux collectivités territoriales et aux districts autonomes. La Cour des comptes a pour mission, entre autres, de s'assurer du recouvrement des ressources publiques et de leur bon emploi afin de promouvoir la transparence. C'est d'ailleurs ce qui motive la tenue de ce séminaire intitulé « L'élu local et la bonne gestion des finances publiques ». Au regard des attentes des administrés, et au regard des contraintes économiques, l'efficacité de l'action publique locale requiert l'optimisation et de la mobilisation des ressources financières, requiert aussi la transparence et la rigueur dans l'utilisation des fonds publics, avec la pleine conscience qu'il faut rendre compte à l'État et à nos populations. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République exhorte les gestionnaires des cités à la redevabilité. Je salue l'initiative de la Cour des comptes d'organiser ce séminaire qui contribue de manière significative à renforcer les capacités de nos élus locaux. Il est, en effet, primordial que tous les niveaux de pouvoir, qu'ils soient nationaux ou locaux, puissent bénéficier des outils et des compétences nécessaires pour une gestion optimale des ressources publiques. Cette rencontre nous offre également une occasion tout à fait indiquée pour insister à nouveau sur l'importance de la décentralisation. Celle-ci est un instrument de gouvernance publique qui permet aux collectivités locales de mieux répondre aux aspirations des citoyens. Cependant, cette décentralisation ne sera véritablement efficace que si elle s'accompagne d'une gestion exemplaire des ressources financières. Ce séminaire, qui en est à sa 3e édition, instruira les élus locaux, entre autres, sur les notions de la digitalisation de la mobilisation des ressources propres, sur le fonctionnement du compte unique du Trésor et sur la responsabilité des ordonnateurs. Et puis, du côté du royaume chérifien, le président Emmanuel Macron est en visite de 3 jours au Maroc depuis le lundi 28 octobre 2024. À la faveur de ce séjour, Paris et Rabat ont signé 22 accords de coopération qui marquent un nouveau tournant dans leurs relations diplomatiques. Paris et Rabat ont marqué lundi un nouveau tournant dans leurs relations diplomatiques et économiques. Après 3 ans de tension, le président Emmanuel Macron et le roi du Maroc Mohamed VI ont signé au Palais Royal 22 contrats et accords d'investissement d'un montant global allant jusqu'à 10 milliards d'euros dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et la transition énergétique. Objectif visé, encourager le développement durable, l'innovation et la modernisation économique du Maroc. Le royaume chérifien étant la première destination des investissements français en Afrique et la France le premier partenaire commercial. La relation économique historique entre les deux pays a permis d'établir des liens solides dans des secteurs cruciaux tels que l'énergie, l'agriculture, les transports et l'industrie. Cette visite d'Emmanuel Macron au Maroc intervient après que la France a aligné sa vision du Sahara occidental avec les intérêts du Maroc qui cherche une solution sous sa souveraineté. Mais ce changement de position pourrait avoir des implications dans les relations de la France avec l'Algérie, un partenaire économique essentiel qui soutient le Front Polisario. Restons sur le continent africain pour parler innovation technologique avec une start-up kenyane qui veut améliorer la vie des personnes en situation de handicap, ce en fournissant des moyens de transport sûrs et fiables.
Une start-up kenyane tente d'améliorer la vie des personnes handicapées en leur fournissant des moyens de transport sûrs et fiables. Ces dernières font état de discrimination et de difficultés d'accès à d'autres formes de transport. Lorsqu'on utilise les transports publics, ils ne sont pas adaptés aux besoins des personnes handicapées et en particulier des utilisateurs de fauteuils roulants. Alors ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des sièges normaux et que votre fauteuil roulant ne peut pas entrer à l'intérieur. Entre nous, personne n'a envie d'être soulevé publiquement de la sorte. Le type de handicap le plus courant dans le pays est celui lié à la mobilité qui représente 42% des cas. Le Kenya dispose d'un cadre juridique qui promeut l'inclusion des personnes handicapées, y compris l'accès au transport public, mais dans la pratique, ces lois restent souvent inappliquées. Le Kenya dispose d'un certain nombre de politiques, par exemple une politique sur les transports et la sécurité, mais lorsqu'on l'examine, il est très facile de constater qu'elle ne concerne pas vraiment les personnes handicapées. Malgré tous les défis visibles auxquels nous sommes confrontés, lorsque nous interagissons avec les espaces publics et les transports publics, tout dépend donc de l'intentionnalité d'intégrer les questions de handicap dans ces politiques et d'être ensuite intentionnel quant à la mise en œuvre de ces actions. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, les personnes handicapées représentent 2,2% de la population du Kenya. En sport, le Ballon d'Or édition 2024 est connu. Il s'agit de Rodrigo Cassante qui ravit le prix devant Vinicius Junior du Real Madrid qui était plébiscité selon plusieurs pronostics. Rodrigo Hernandez Cassante est le Ballon d'Or 2024 en dépit de certains pronostics qui plébiscitaient Vinicius Junior. En guise de protestation, le Real Madrid a boudé la cérémonie parisienne. Pour le journaliste Mansour Loum, le joueur brésilien aurait pâti de la présence de Bellingham et Cavaral dans le top 5. Lorsqu'il y a une trop grosse concentration de joueurs d'un même club, ou en tout cas d'une même équipe, on l'a vu notamment avec Liverpool, je vous disais que lorsque Van Dijk, Salah et Mané étaient tous les trois parmi les favoris et qui finissent tous derrière Messi, pardon. Et en fait, les votes se sont divisés entre les trois joueurs. Alors que s'il y avait peut-être un seul joueur des trois qui avait été poussé, mais ça aurait fait qu'il y aurait plus de votes d'un coup. Donc ça, c'est peut-être une des explications qui pourrait justifier cela. Après, il y a beaucoup de gens aussi, on ne va pas mentir, qui trouvent que Vinicius est un joueur clivant, on aime ou on n'aime pas. Vinicius Junior n'a pas tardé à réagir sur X. « Je ferai 10 fois plus, ils ne sont pas prêts », a-t-il écrit. Interrogé, l'entourage du joueur a confirmé que cette réaction visait son engagement contre le racisme. Si on fait payer à un joueur ses prises de position, ses réactions, parce que Vinicius il est victime de racisme dans énormément de pelouses en Liga, il réagit justement, il essaie de faire bouger les choses et je pense que c'est un combat qui est noble et qu'il faut mener. Et si on sanctionne quelqu'un pour cela, ça pose question sur l'état d'esprit en tout cas de beaucoup de gens dans la société. Pour préserver la crédibilité du Ballon d'Or, Mansour Loum propose de l'ouvrir à toutes les nations du classement FIFA. Avant, il y avait quasiment tous les pays, en tout cas tous les pays où il y avait des fédérations affiliées à la FIFA qui votaient, donc ça faisait 204 ou 205 pays votants. Là, il n'y en a plus que 100, les 100 meilleures nations au classement FIFA. Donc déjà, se pose la question du pourquoi est-ce qu'on enlève quasiment la moitié, même plus de la moitié des votants? Est-ce que ça veut dire qu'eux, ils ne connaissent rien au football? Est-ce que ça veut dire que, parce qu'en plus, si on regarde le classement des 100 meilleures nations en FIFA, c'est surtout des pays développés. Âgé de 28 ans, Rodri a remporté le prestigieux prix pour la première fois pour son rôle dans la victoire de Manchester City en Premier League et le triomphe de l'Espagne au championnat d'Europe. Et voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour un autre rendez-vous de l'information. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. À bientôt.